يا اولاد يا اولاد بعينكم يلا. C'est le quotidien pour plus de 2 millions d'habitants. Chaque matin après une nuit de bombardement, un décompte sordide de victimes dans des frappes qui n'épargnent aucune zone de la bande de Gaza. Des familles brisées dans cette guerre déclenchée après les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023. 13 personnes sont mortes pour rien. Mais qu'attendez-vous? Que tous les Gazaouis soient tués? Toute une population de 2 millions d'habitants? C'est mon petit-fils, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Tsahal continue de traquer les combattants du mouvement islamiste, alors qu'une cinquantaine d'otages sont encore captifs, dont seulement la moitié encore en vie. Parce qu'Israël interdit l'accès à Gaza à la presse étrangère, nous avons demandé à 3 journalistes palestiniens de filmer pour nous le quotidien de ses habitants. Une petite escale, 6e étage, on continue. Les conditions de survie et les souffrances de la population. Ma fille pleure depuis une semaine en me disant « Maman, je veux du pain ». Je dois mendier auprès des gens pour pouvoir la nourrir. À quoi ressemble la vie dans l'enclave aujourd'hui? Les Gazaouis envisagent-ils encore un avenir sur cette terre? Distribution d'aide alimentaire dans le sud de la bande de Gaza, à Khan Younes. On dépend des distributions alimentaires. On mange 1 ou 2 repas par jour. J'ai fait la queue, mais aujourd'hui, je n'ai pas eu de chance. Je n'ai pas pu en avoir. Faites entrer de l'aide. On veut que les frontières ouvrent. Le blocus provoque la famine. Nous sommes ruinés. Je veux qu'ils trouvent une solution. Pas forcément que la guerre s'arrête, mais au moins avoir à manger. C'est l'un des principaux défis pour la population gazaoui. Réussir à se nourrir quotidiennement. Une tâche de plus en plus difficile car le pain, le lait ou encore l'eau désormais rares sont devenus hors de prix. Presque l'intégralité des 2 300 000 habitants dépend de ces distributions alimentaires. Chaque jour à la même heure, sous une chaleur harassante, la peur de ne pas obtenir sa ration de riz. Et pour certains enfants, la responsabilité de rapporter à leur famille le seul repas de la journée. Nous avons demandé à l'un des journalistes palestiniens avec qui nous travaillons de suivre la famille d'Abdel Basset. Ce Gazaoui a perdu sa maison, détruite, dans un quartier du nord de Gaza. Il vit avec sa famille dans ce camp de déplacés, où s'entassent déjà plusieurs milliers de personnes. Chaque jour, c'est à lui que revient la tâche de ramener à manger. Notre routine quotidienne en ce moment, c'est de courir après la nourriture et après l'eau. On doit chercher à manger, faire la queue à la cuisine solidaire pour avoir quelque chose à donner aux enfants.
Nos journées sont très dures. Dès le matin, on se réveille pour aller remplir de l'eau. Et on attend notre tour, parfois à 9h, parfois à 10h, parfois à 11h, on ne sait jamais. Et si la distribution de nourriture et l'eau tombent à la même heure, on perd forcément l'un des deux. Soit tu obtiens de l'eau, soit tu obtiens la nourriture. Et c'est ça qui est le plus dur dans tout ça, devoir choisir entre les deux. En plus, il y a une file pour l'eau potable et une autre pour l'eau pour se laver ou les toilettes. C'est de la souffrance dans tous les cas. Son nouvel abri, cette petite tente qu'il partage avec sa famille Man et ses 5 enfants. Une seule casserole au total. Comment peut-elle suffire pour 7 personnes? Il y a quoi à l'intérieur? C'est une soupe de lentilles. C'est de la nourriture qu'on attend depuis hier midi. Et ça vous suffit, ça? Si je donne ça à une personne, les autres n'en mangeront pas. Ma fille m'a dit en pleurant « Maman, j'ai faim ». Et mon autre fille de 6 mois voulait du lait. Mais je ne peux plus l'allaiter. Je ne sais pas comment lui en donner. Elle a besoin de lait et de couches. Elle a faim, mais qu'est-ce que je peux lui donner à manger et à boire? Je ne sais pas comment m'occuper d'elle. Mon mari est âgé et ne peut pas travailler. Et de toute façon, il n'y a plus de travail. J'espère que quelqu'un pourra nous aider, ne serait-ce qu'un peu, pour les enfants. Hier, c'était des pâtes comme repas. À cause de la bousculade, la casserole s'est renversée. Heureusement, le pied de mon mari n'a pas été brûlé, mais personne n'a pu avoir de la nourriture. Au manque d'eau et de nourriture, s'ajoutent pour les déplacés les problèmes d'hygiène. Et ce que certains habitants de Gaza surnomment l'autre guerre, celle contre les insectes et les rats présents partout. On souffre de la chaleur, du manque d'eau pour nous laver et faire la lessive. Ils ont besoin de vêtements. Je ne sais plus quoi faire. La tente est brûlante comme du feu et nous sommes envahis par les mouches et les moustiques. Le couple attend désormais de quitter ce camp, d'être relogé dans une nouvelle habitation. Déjà très forte, la crise alimentaire s'est renforcée depuis la reprise des combats en mars dernier. À l'issue de la fin du cessez-le-feu, le deuxième depuis le début de la guerre, l'État hébreu a décidé de bloquer l'entrée de l'aide alimentaire. Israël assume aussi se servir de la privation de cette aide comme un moyen de pression sur le Hamas. Les camions d'aide humanitaire sont finalement rentrés dans la bande de Gaza fin mai, après 11 semaines de blocus. Au seul point de passage encore actif, celui de Kerem Shalom dans le sud d'Israël. 500 camions rentrés à Gaza avant le 7 octobre 2023. Ils ne sont aujourd'hui que quelques dizaines. Une goutte d'eau dans l'océan de besoins dans l'enclave. Maintenant, c'est pour porter l'eau. On va faire 9 étages. 9 étages à pied, ça use de samedi. On va prendre les courses avec nous et on va monter. On arrive. C'est 7 étages. Rami Aboujamous est un journaliste palestinien avec lequel nous avions l'habitude de travailler avant la guerre. On voit notre voisin. Bien sûr, c'est toujours ce système D pour cuisiner. Je m'assois un peu pour me reposer. Grâce à des vidéos tournées avec son téléphone portable, il partage avec nous son quotidien dans la ville de Gaza. C'est notre voisin
Salah. Voilà. On a fait le repos. Et là, on reprend. Habib Salou. C'est là. Après, un petit escale, 6e étage, on continue. Là, c'est pareil, regardez. Devant chaque maison, c'est toujours le petit système pour cuisiner. Voilà. Et là, on est arrivé. Bonjour Walid. Bonjour papa. Où est le bisou de papa? Viens. Où est le bisou de papa? Tu m'as manqué. Habib. J'ai amené de l'eau, ya Habib. Et voilà. Et là, on met l'eau. Mission accomplie. Nous avions déjà suivi Rami Abou Jamous au début de la guerre. Originaire de la ville de Gaza dans le nord, il a dû se réfugier dans le sud de l'enclave en novembre 2023. Tu prépares la tente? Avec sa femme Saba et son fils Walid. Chambre à coucher. Petit coin cuisine. Un trajet périlleux qu'il avait documenté. Ça va Baba? Dido. ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Pour protéger Walid durant la guerre, il s'est astreint à choisir son vocabulaire. Il a fait du déplacement forcé des vacances et de sa tente de fortune, sa villa. Quand le cessez-le-feu a terminé, j'ai dit à Walid que la vadrouille est finie. En début d'année, lors de la trêve, Rami Abou Jamous et sa famille ont pu quitter Rafah pour regagner Gaza City. Ils vont rentrer à Gaza. Pour Walid, Gaza, il ne sait pas ce que c'est. Et pour lui, juste les vidéos que sa maman Sabah lui a montrées, c'est chez lui, c'est les jouets, c'est sa voiture électrique, c'est sa baignoire, c'est la douche, c'est le lit. Et c'est pour ça qu'il veut rentrer à Gaza. On a de la chance, notre maison est toujours debout. Il y a eu juste que les amis, quand ils ont allé chez nous pour voir comment est la situation, l'appartement est toujours debout, l'immeuble est toujours debout, mais c'est juste les vitres qui ont sauté. La façade aussi, les murs du côté sud a été presque sauté. Il y a des fissures partout et surtout que c'est habitable. Donc on peut revenir à habiter, on peut faire quelques retouches, on peut habiter. Depuis son appartement, il raconte son retour chez lui et son nouveau quotidien. C'est un quotidien épuisant. Et je donne mon quotidien à moi, mais il y en a pire que moi. On commence la journée par acheter du bois pour le jour, pour le four en argile. Tout le monde achète du bois. C'est un nouveau business à Gaza. Comme il n'y a pas de gaz de cuisine, tout le monde prend recours au bois pour cuisiner avec le four en argile. Le kilo, il doit 4 shekels, c'est-à-dire à peu près 1 euro le kilo. Toute la journée, on entend ce bruit-là. Tout le monde casse le bois, que ce soit les vendeurs ou bien les gens eux-mêmes. Maintenant, on va récupérer les téléphones portables. Parce que parmi les nouveaux business ici à Gaza, c'est des pompes ou bien des bâches qui chargent, qui font le business de charger le téléphone portable puisqu'il n'y a pas d'électricité. Donc on prend recours à tout ce qui est panneaux solaires. Comme vous le voyez, des dizaines de téléphones portables, des chargeurs, des batteries, tout ça avec le panneau solaire. Ça nous aide. Juste à côté, c'est le four. C'est le four qu'on fait toujours, bien sûr, en argile. Et vous voyez, les gens, ils amènent le pain, il faut la farine, ils cuisinent ici pour voilà. On cuisine ici pour les gens qui n'ont pas de four en argile, ils font là, ils amènent la pâte. Ils amènent la pâte comme ça, et puis ils font. Là, c'est l'épicerie, c'est notre épicerie. D'habitude, c'est plein de marchandises. Aujourd'hui, c'est presque vide.
C'est vide. T'es là, Fiatol. Comme vous voyez, là, c'est les rayons vides, il n'y a plus rien. D'habitude, cette épicerie où les rayons sont pleins de marchandises. Aujourd'hui, il reste que quelques épices. Épices de poulet, pizza, poulet. Malheureusement, il n'y a pas de pizza, il n'y a pas de poulet, c'est pour ça qu'il n'y a pas de gens. Donc, comme vous voyez, là, on va passer à acheter s'il y a des légumes. Salam alaikum. Donc, le kilo, il est à 35 shekels, à peu près 9 euros. Le khiyar bakar. Pareil, le concombre il est à 35, c'est-à-dire 9 euros à peu près. Il compte désormais rester vivre ici, avec sa famille, dans son quartier. Mais combien sont-ils à Gaza à avoir perdu leur logement? En janvier, un rapport des Nations Unies dressait un constat édifiant. Plus de 170 000 bâtiments ont été détruits depuis le début de la guerre. Lorsqu'il retourne dans son quartier, devant son ancien logement, Walid Abou Jayab a le cœur serré. Avant d'évacuer en urgence, cet acteur palestinien, qui avant la guerre a joué dans des séries télévisées du Hamas, n'a rien pu emporter avec lui. Faute de temps, laissant toute une vie sous les décombres. Fedaï, viens chercher ton jouet. C'est le mouton de l'Aïd. On l'avait acheté pour les enfants, mais au final, on sera dans une tente ou dans la rue. C'est la seule chose que j'ai pu récupérer pour mes enfants. Le reste, ce sont des débris. C'était un immeuble de 4 étages. J'y habitais avec mes frères et mes parents. Ce qui me fait mal, ce n'est pas de perdre la maison, mais de perdre les souvenirs, les photos de mes enfants par exemple. Nous sommes arrivés après les bombardements. Et on a trouvé la maison dans cet état, complètement détruite. On a tout perdu dans les décombres. On a perdu nos rêves, nos espoirs. On a tout perdu. Ça nous a beaucoup affectés. On a été choqués de l'ampleur des destructions. C'est du jamais vu. Je n'ai rien à dire si ce n'est que Dieu est le meilleur des garants. Cette tente, je l'avais déjà avant. Je l'ai sortie de sous les décombres. On a décidé de la mettre ici, devant chez nous, devant la maison détruite. Cette tente, c'est un message pour le monde, pour dire qu'on a la volonté, la résilience pour rester, et que personne, ni l'armée israélienne, ni tous les pays du monde qui la soutiennent, ne pourront nous arrêter. Walid Abou Jayab a promis à sa famille un futur meilleur, une fois la guerre terminée.
Il veut revenir vivre ici, dans ce quartier où il a grandi. Reconstruire un avenir sur des ruines, l'espoir de toute une population déplacée de région en région depuis le début de la guerre. Ces ordres d'évacuation de l'armée israélienne délivrés parfois quelques minutes seulement avant un bombardement. Quitter sa maison, sa ville dans la précipitation, avec souvent le strict minimum, quelques affaires, pour rejoindre une nouvelle zone qualifiée d'humanitaire par les Israéliens. J'ai été déplacé 15 fois depuis le début de la guerre. J'ai évacué la première fois de Gaza à Deir al-Balah, puis à Khan Younes, de la zone Malaisie jusqu'à Zawayad, puis de nouveau à Deir al-Balah, pour enfin aller au port de Gaza. On a tout laissé derrière nous, on a tout quitté. J'ai fui car ils ont bombardé nos immeubles. Je n'ai plus rien sur moi. Les tirs passaient au-dessus de nos têtes. On n'a pas été avertis par l'armée. On a fui sans prendre nos affaires. On a laissé les tentes à côté de chez nous. Ils nous ont dit que ici nous étions en sécurité, mais rien n'est sûr. Mohamed Koudaïr a emmené avec elle sa famille. Elle a quitté le nord de Gaza. Mon mari n'a pas pu partir avec nous. J'ai fui sans le prévenir et je ne sais pas où je vais. J'ai 5 enfants, 3 filles et 2 fils. Je préférerais qu'ils nous envoient une bombe nucléaire, qu'on en finisse. Je veux mourir, que ça s'arrête. Enfin, on est tous fatigués. Chaque jour, il y a des morts. Il n'y a plus de vie, on marche mais sans savoir où aller, sans destination. Il est où, papa ? Une population épuisée, en colère aussi, contre l'armée israélienne d'abord, mais également contre le Hamas. Encore marginal il y a quelques mois, la fronde contre le mouvement islamiste a pris une autre ampleur. Les quelques reproches dissimulés ont laissé place aux protestations plus importantes dans la rue. Dans le viseur des habitants, les chefs du mouvement islamiste exilés à l'étranger, accusés de sacrifier la population civile palestinienne pour se maintenir au pouvoir. Le Hamas veut tuer les enfants. Le Hamas est un complice de l'occupation. Nos enfants comptent pour nous, contrairement aux dirigeants du Hamas qui sont à l'extérieur du pays. Tout a changé pour nous à cause de la guerre et depuis que le Hamas a pris le contrôle. Notre situation s'est aggravée, nous n'avons pas trouvé de travail, ni de nourriture, ni de vêtements pour nos enfants. Pendant ce temps, ils distribuent de l'aide à leurs membres en plein milieu de la nuit, en leur distribuant de l'argent et de la nourriture. Nous appelons tous les Israéliens à renoncer à leur haine envers nous. Nous tenons à leur dire que nous ne les haïssons pas. Ils disent que nous sommes des terroristes. Mais nous leur répondons que nous rejetons totalement le terrorisme. Nous aimons la vie et la paix. L'armée israélienne occupe aujourd'hui une très large partie de la bande de Gaza. Tsahal a créé de nombreuses zones tampons, ici en bleu, pour se prémunir d'éventuelles attaques sur son sol. La population gazaoui, elle, vit désormais sur une petite partie du territoire. Plus de 2 millions d'habitants, entassés sur seulement 30% de l'enclave, les zones humanitaires sont surpeuplées, avec le sentiment pour les habitants de n'être jamais totalement en sécurité. Les écoles transformées en refuges ne sont pas épargnées. Comme ici, 33 personnes ont été tuées par une frappe israélienne.
Ma femme, mes enfants et moi dormions à l'étage et les débris se sont effondrés sur nous. On a couru dehors en panique et on a trouvé l'école comme vous pouvez le voir. Je me suis réveillée, j'étais sous les décombres. Seulement ma tête en sortait. Mon petit garçon était sous les décombres, mon mari aussi. Tous nos enfants étaient sous les décombres. Je ne savais pas comment en sortir. Nous ne savions pas qui étaient les corps sans vie au-dessus de nous. Nous nous sommes réfugiés dans une école car nous pensions être protégés. Mais nous découvrons que nous ne sommes en sécurité nulle part. Ni chez nous, ni dans les refuges et abris, comme des écoles. Où devons-nous aller ? Le réseau éducatif est complètement à l'arrêt. Les écoles, lycées et universités ont fermé. Les enfants ne sont plus scolarisés et beaucoup d'entre eux ont désormais un travail pour aider leurs parents à survivre. Le système de santé, lui aussi, s'est effondré. Dans une enclave où près d'un hôpital sur deux est désormais hors d'usage. Les hôpitaux encore debout sont saturés, débordés par des dizaines de blessés qui arrivent quotidiennement. Le docteur Mohamed Shahin, lui aussi, a perdu sa maison au début de la guerre. Déplacé à Gaza City, il a choisi de reprendre du service dans cet hôpital en tant que chef des urgences. La plupart des gens blessés viennent avec des coupures importantes, que ce soit dans les tendons, dans les artères ou encore les ligaments. On fait ce qu'on peut. On essaye de remettre en état les blessures. Les personnes, malgré les pénuries. Ce qu'on veut, c'est aider la personne à continuer sa vie normalement. Je me concentre sur les fractures, sur les blessures des bras, et des jambes et des pieds, et beaucoup d'amputations. La plupart de mes patients sont des enfants. Chaque jour, on voyait 3 à 4 cas d'amputation chez les enfants. Sa détermination est toujours intacte, malgré la pression constante, les pénuries de matériel et de médicaments. On manque absolument de tout. Dernièrement, on a perdu des choses très simples et pourtant indispensables dans un hôpital. Il nous manque du sérum physiologique, par exemple. Il nous manque des compresses, des pansements, des médicaments, beaucoup de médicaments. Il y en a qui sont rentrés avec l'aide humanitaire, mais il en manque encore beaucoup. Par exemple, dans mon service, il manque des broches, dont on a besoin pourtant pour faire les opérations. Mais les hôpitaux sont parfois des cibles. L'armée israélienne accuse le Hamas de s'en servir comme des centres de commandement. Et venir se faire soigner n'est pas gage de sécurité. La famille d'Imad lui rend visite tous les jours. Pour ce secouriste palestinien touché aux bras et aux jambes, le temps presse. J'ai été touché par des tirs de drone pendant la prière. 4 collègues sont morts. Un journaliste aussi. Que leurs âmes reposent en paix. Ce n'est pas ici que je vais être bien soigné. Ça fait 35 jours. Je ne peux pas bouger ma main. Elle est pleine de pus. Je ne peux plus la sentir. Je demande aux autorités d'avoir pitié de moi. Je voudrais pouvoir être soigné ailleurs.
Sortir de Gaza pour qu'on s'occupe bien de moi. Ce n'est pas une solution de rester comme ça. J'ai des amis qui sont amputés. Ils ont tous des infections, ils n'ont pas d'abri, pas de maison où dormir. Des cliniques humanitaires, avec des médecins étrangers, sont venus soulager le travail des centres hospitaliers. Mais en trop petit nombre, pour pallier l'absence de tous ces hôpitaux détruits pendant la guerre. Dans ce contexte, difficile pour beaucoup de Palestiniens d'imaginer un avenir ici, à Gaza. Et ce dilemme, faut-il partir, quitter l'enclave pour d'autres pays, ou rester ici, coûte que coûte? 36 000 Gazaouis ont fui le territoire depuis le début de la guerre. Des départs qu'aimerait encourager Israël. Avec le feu vert de l'administration Trump, favorable à un plan de départ volontaire des Gazaouis. Nous avons posé la question à Rami Abou Jamous. La situation dans laquelle se trouve Gaza aujourd'hui lui a-t-elle donné envie de partir? Même s'il va y avoir ce plan de 30, ou bien le plan de déportation de 2,3 millions de personnes, pour moi, partir à l'étranger ou bien partir hors Gaza, pour le moment, c'est hors question. Tant que je peux rester ici, c'est ma façon de résister. Et moi, je suis pour la résistance populaire. Le fait qu'il y a un Palestinien qui vit toujours sur cette terre-là, c'est pour ça ça s'appelle Palestine. Au jour où il n'y a aucun Palestinien, il n'y aura plus de la Palestine. Donc, c'est ma façon de résister, c'est ma façon de rester. Et j'avais beaucoup proposé de partir, j'avais les moyens de partir, j'avais la possibilité de partir. Jusqu'à l'heure où je suis en train de parler, j'ai la possibilité de partir pour moi et ma famille, mais je préfère rester. Quitter sa terre, impensable. Aussi, pour Walid Abou Jayab. Cette tente, c'est notre volonté de rester ici. La maison va être reconstruite, mais les souvenirs et les rêves resteront en nous. On a mis cette tente pour dire au monde que c'est notre terre. Et cette terre est à nous. On ne la vendra jamais. On ne la laissera jamais à l'armée israélienne. Nous ne l'abandonnerons pas, même s'ils nous donnent tout l'argent du monde. Le spectre d'un départ forcé vers d'autres pays ressurgit ces derniers jours. En mai dernier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou disait vouloir prendre le contrôle de la totalité de la bande de Gaza. L'espoir de voir les combats s'arrêter semble parfois s'éloigner. Mais tous s'attachent à un rêve, la reconnaissance d'un État palestinien par une majorité de pays et la possibilité un jour de vivre librement sur cette terre. Ça, c'est de l'ânette. On l'a planté à cause de la hausse des prix. On a acheté des graines pour 25 centimes d'euros et on l'a planté ici pour en manger. On peut en mettre sur des salades. J'espère qu'on pourra en manger un jour et survivre.
Grégory Phillips, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef du service international de LCI. Vous avez supervisé ce documentaire exceptionnel sur Gaza. On a l'impression de voir au jour le jour la vie des habitants. C'est vrai que c'est très compliqué de savoir ce qu'il y a comme information véritable. Vous travaillez avec ces journalistes depuis des années. Vous le rappelez, vous avez été correspondant là-bas à Jérusalem. Et donc, vous connaissez ce terrain par cœur. Comment expliquer à nos téléspectateurs la véracité de ces informations, Grégory Phillips ? La difficulté qui se pose à nous, c'est que depuis les massacres du 7 octobre, 1200 morts côté israélien, l'accès à Gaza est interdit à la presse occidentale. On peut y aller de temps en temps, encadré uniquement par l'armée israélienne, ce qu'on appelle des embeds, mais on ne peut pas, comme avant, comme je le faisais au début des années 2010, aller dans Gaza pour voir ce qui s'y passe. Donc pour réaliser ce documentaire, on a effectivement fait appel à 3 journalistes palestiniens, Rami Abou Jamous, Anas Baba et les journalistes de Real Gaza Productions, qui sont des reporters qu'on connaissait avant la guerre, avec lesquels je travaillais et qui sont des reporters de confiance. Et on leur a dit, eh bien, essayez de filmer tout ce que vous pouvez filmer, votre quotidien, on voit le quotidien de Rami Abou Jamous, le quotidien des habitants, parce que nous, à ce stade, nous sommes dans l'impossibilité d'aller tourner à Gaza. Il y a quelques jours, vous avez 130 médias internationaux qui ont une nouvelle fois demandé au gouvernement israélien l'autorisation de pénétrer et d'aller tourner dans Gaza. Parce que face aux critiques, c'est ça la réponse, c'est de dire, si vous ne croyez pas à ces images-là, laissez donc la presse occidentale le faire, puisque vous croyez en partie, normalement, en la presse occidentale. Il y a quelque chose d'assez frappant. On entend ces habitants de Gaza interpeller le Hamas, dire très clairement, vous nous laissez là. Est-ce qu'il y a une réalité? Est-ce qu'il y a aussi une admission du fait que le Hamas reste indifférent à ce quotidien des Palestiniens de Gaza? Alors les scènes qu'on vous a montrées là, de manifestations dans Gaza, et c'est pas des petites manifestations, il y a parfois des centaines de personnes, elles sont très étonnantes à mes yeux, parce qu'à l'époque, je me souviens que les critiques contre le Hamas étaient très violemment réprimées, et qu'il fallait être extrêmement courageux, ne serait-ce que pour dire du mal de ce mouvement islamiste. Et là, vous avez des gens qui, pardonnez-moi l'expression, qui crèvent de faim, qui sont sous la tente et qui prennent le risque d'aller hurler leur colère. Ils n'ont plus rien à perdre, en fait. Ils n'ont plus rien à perdre. Contre le Hamas qui a déclenché cette guerre. Et ils le font publiquement, de manière spontanée parfois. Et ce sont des manifestations d'une ampleur qu'honnêtement, je n'avais jamais vue dans la bande de Gaza. Est-ce qu'il y a une possibilité de cesser le feu selon vous? Quand on voit la position de Donald Trump au début de ce conflit, et puis la réalité, c'est que Benjamin Netanyahou a décidé de continuer ses frappes parce que le cessez-le-feu n'aboutissait pas, parce que le Hamas avait mis son veto au nombre d'otages libérés. Est-ce qu'il y a un dialogue de sourds et une impossibilité pour Donald Trump d'acter et de dire très concrètement, voilà, il faut s'arrêter, il faut un cessez-le-feu? On voit bien que les efforts américains, notamment déployés par l'envoyé spécial Witkoff, n'aboutissent pas. Il y a quelques jours encore, on croyait à un cessez-le-feu possible, mais et les Israéliens et le Hamas se rejettent la faute avec à chaque fois des nouvelles conditions. Donc malheureusement, je reste assez pessimiste sur la possibilité d'un cessez-le-feu rapide. Et puis il y a cette autre question qui est posée tout au long de ce documentaire réalisé par Nicolas Laurent, c'est quel avenir pour ces 2,3 millions de Palestiniens? Un des projets de Trump, c'est par exemple de les envoyer en dehors de la bande de Gaza, en Égypte, dans d'autres pays, dans le Sinaï peut-être. Et vous entendez la détermination de ces réfugiés, de ces enfants de réfugiés à rester sur ce bout de territoire qu'est Gaza. Et ça, c'est vraiment la question centrale. Quel avenir? Où vivront ces Palestiniens demain?